document qui me touche le plus, qui me paraît le plus intéressant, c'est ce dessin de François Barillet qui est fait en 1672. On peut même le dater précisément parce qu'au dos du dessin, on a encore un extrait de notes qu'il prenait au jour le jour et qui sont datées, et d'après les faits qui sont relatés, on sait qu'il a dessiné ce tympan quelques jours avant qu'il soit détruit. C'est un témoignage unique qui nous permet de nous faire une idée de ce à quoi ressemblait le tympan. Il est accompagné aussi d'une transcription fidèle de l'inscription du tympan lui-même. Donc c'est doublement précieux. Ce document est, comme je disais, unique. C'est le seul témoignage connu à ce jour de la sculpture qui accompagnait l'inscription. Ce dessin dormait chez nous aux archives dans un tiroir. Donc une des premières questions qu'on s'est posées, c'est qui a fait ce dessin, puisqu'il n'est pas signé, il est en quelque sorte anonyme. Mais en réalité, on connaît un texte qui a été édité au milieu du XIXe siècle pour la première fois, qui est en fait le texte original des monuments parlants par François Barillet. Il ne fait que décrire textuellement le portail, mais lorsque la décision est prise par les autorités de la ville de détruire le portail en 1672, il ressent l'urgence d'en faire un dessin qui justement est fait dans l'urgence. Donc on voit qu'il n'est pas tout à fait régulier, d'un point de vue géométrique il y a des problèmes, mais il est quand même fidèle pour dire qu'il a été fait sur le vif en fait. Ces monuments parlants, il les a composés quelques années avant 1672, on ne sait pas exactement la date précise. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce document, déjà, en comparant les écritures qui se trouvent dans le texte lui-même et puis au dos du dessin, on voit qu'il s'agit de la même main, donc de la même personne. Ça nous permet déjà d'identifier plus précisément qui est l'auteur du dessin. Donc il se pose la question de savoir qui est le fondateur de cette collégiale. Et la réponse, il sait, est inscrite sur le portail. Mais la question, c'est de savoir qui est représenté sur ce portail. Pendant longtemps, on leur a attribué différentes identités. La version qui était la plus courante à la fin du XVIIe siècle, c'est qu'il s'agissait d'une part de Berthe, reine de Bourgogne, donc la fameuse reine Berthe, et d'autre part, Ulrich aurait été un évêque, l'évêque d'Augsbourg, qui aura accompagné la reine Berthe dans son voyage à Neuchâtel. Une des théories, et qui était la bonne, on le sait aujourd'hui, c'est que les personnages représentés sur le tympan à gauche et à droite de la Vierge sont d'une part le comte Ulrich de Neuchâtel et d'autre part son épouse Berthe. Et c'est Berthe qui donne une maquette à la Vierge de la collégiale. Il décrit l'inscription, mais aussi ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le tympan. Donc ces lettres latines sont autour d'une représentation relevée en bosse où la Vierge Marie, étant assise sur un trône, reçoit un temple que lui offre une femme agenouillée avec un homme habillé à l'ecclésiastique. Et puis ensuite, l'autre hypothèse ou l'autre version qui existait à l'époque, d'autres, sans en chercher les fondateurs hors des lieux, en attribuent toute la gloire au comte Ulrich de Neuchâtel, auquel il donne une nommée Berthe pour femme, afin de rendre cette opinion d'autant plus probable et conforme à l'écriteau. Donc François Barillet, dans ce texte, passe en revue les deux possibilités. Il s'agit soit du comte et de la comtesse de Neuchâtel, soit de la reine Berthe et de l'évêque Ulrich d'Augsbourg. Et lui tranche, en tout cas il prend parti pour la reine Berthe et l'évêque d'Augsbourg. En se basant sur l'inscription qu'il transcrit, il considère qu'il ne peut pas s'agir du comte Ulrich, puisque l'inscription dit qu'il est fuyant. Or, François Barillet trouve que c'est illogique de représenter le comte fuyant son propre pays. Et il ne comprend pas pourquoi c'est Berthe, donc l'épouse, qui offre la maquette de la collégiale à la Vierge. De son point de vue, ça devrait être l'époux, donc le comte Ulrich, qui offre la collégiale à la Vierge.
raconte la redécouverte de fragments de la dalle funéraire de la comtesse Berthe, ou plus exactement de fragments d'une dalle funéraire qu'on pense être celle de la comtesse Berthe qui a créé, fait installer le tympan à la collégiale de Neuchâtel. Je me suis intéressé d'abord à une fausse chronique, qui est la chronique des chanoines de la collégiale de Neuchâtel, qui est un faux qui a été forgé au XVIIIe siècle et dont on a publié le texte dans les années 1830. Accompagné de ce texte, il y avait ce qu'on appelle la chronique du chanoine anonyme. Et cette chronique n'est pas un faux créé a posteriori, c'est un texte qui est un original composé à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Cette chronique, qu'on appelle du chanoine anonyme, au fond a un titre trompeur, puisque le chanoine qui l'a rédigé, on le connaît très bien, il s'agit de Jean Dubois. Ce texte a été repris par son successeur, Jean de Queuve. Jean Dubois est un chanoine qui, pour notre propos, est très important, puisque c'est le premier qui relève l'inscription du portail de la collégiale de Neuchâtel à la fin du XVe siècle. Il relève cette inscription dans le cadre des questions qu'il se pose sur l'origine de la collégiale de Neuchâtel et sur l'identité de ses fondateurs, ou en l'occurrence de sa fondatrice. Il arrive à la conclusion qu'au fond, malgré tout ce qu'on lui a raconté, la comtesse Berthe est bien une comtesse locale et n'est pas ni la mère de Charlemagne, ni la reine de Bourgogne. À sa mort en 1503, Jean de Queuve lui succède. Et Jean de Queuve va, à un moment donné, se promener dans l'abbaye Saint-Jean à Serlier, tout près du lac de Bienne, cette abbaye qui, au XIIe, XIIIe siècle, a servi de nécropole à la famille comtale de Neuchâtel. Et dans cette abbaye, tout près du cloître, il va découvrir une dalle funéraire, en partie enfouie sous la terre, qu'il va dégager à genoux avec un canif. Dans les 4 angles, il y avait 4 visages représentant des faces de jeunes filles. Au pied de la pierre se trouve la tête ou le visage d'un homme portant une barbe mi-longue. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que Jean de Queuve relève aussi une inscription sur cette dalle funéraire qui donne d'une certaine façon la clé de l'identité de la personne qu'elle recouvrait. Hac pausan fossa Berthe felicite rossa, spiritus ad sedes transeat Elisias. Dans cette fosse reposent, sous d'heureux auspices, les ossements de Berthe, que son esprit passe dans des résidences élyséennes. La question que je me suis posée à la lecture de ce texte était: conserve-t-on des fragments de cette dalle funéraire? L'abbaye Saint-Jean de Serlier a fait dans les années 1960-1970 l'objet de fouilles extensives, au point même que l'église abbatiale, ou ce qu'il en restait, a été complètement démontée puis remontée. Dans les déblais, dans un certain nombre de gravats, on a retrouvé des fragments sculptés de différentes époques, romanes, gothiques ou modernes. Parmi ces fragments, 2 correspondent en tout point à la description du chanoine. On y voit un homme à la barbe mi-longue et on y voit une face de jeune fille entourée de feuillage et le fragment d'une inscription, Ikiteros. Et ce Ikiteros vient des mots feliciter ossa de l'inscription latine qui relevait l'identité de la comtesse Berthe.